Alors, cette année, nous avons décidé d'explorer d'autres frontières pour élargir l'éventail des problèmes, mais aussi celui des solutions. La personne que je vais appeler sur scène dans quelques instants est un spécialiste de l'Anthropocène, nom de l'ère inédite dans laquelle nous sommes entrés. Il va nous expliquer comment l'action humaine, muée en puissance géologique, vous avez pu en avoir quelques aperçus avec Heidi, crée les conditions d'un changement de biosphère brusque, irréversible et insoutenable. Il est chercheur, professeur d'université, doyen de la faculté d'éducation de l'Université catholique de l'Ouest, auteur du livre « Qui sauvera la planète ?» J'appelle Monsieur Nathanaël Wallenhorst. Bonjour. Alors, je suis vraiment heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vous partager mes préoccupations et de rentrer un petit peu plus léger, déchargé, voilà, ce soir à la maison à Angers. Il s'est passé quelque chose il y a 5-6 ans, 6 ans à peu près, qui a marqué un avant et un après. Et il me semble qu'une journée comme aujourd'hui, elle est dans le prolongement de cet avant-après. On était fin août 2018. Il y a une personne qui est à l'école, qui est scolarisée, qui à travers sa scolarisation, elle est socialisée. Elle apprend à être comme les autres, et puis elle se construit, elle construit sa subjectivité, voilà, se construit psychiquement, etc. À un moment donné, elle pige un truc. Elle pige qu'il y a un dénominateur commun au corpus des savoirs scolaires, et que c'est la continuité, le prolongement. Elle pige qu'il y a une espèce de logique, on pourrait dire un paradigme, une espèce de logique qui donne tout son sens au savoir scolaire. Voilà. Demain est dans le prolongement d'aujourd'hui. C'est pour ça que si tu bosses bien à l'école, tu auras un avenir. Vous voyez le truc, quoi. Et puis, il se trouve que par ailleurs, cette personne, elle lisait un autre type de littérature que ces manuels scolaires, une littérature scientifique. Donc, il y a peu de jeunes qui lisent cette littérature. Et à un moment donné, elle pige quelque chose. Elle pige qu'il y a une logique, un dénominateur commun qui donne tout son sens à la production scientifique contemporaine sur le climat, les écosystèmes, etc. C'est la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Des ruptures brusques, irréversibles, sont possiblement devant nous, sans retour en arrière possible. Alors, continuité, prolongement d'un côté, rupture de l'autre. N'importe qui, enfin voilà, peut-être 75% ici d'entre nous, on passe à la suite, quoi. Voilà, on switch, on met une série Netflix, je sais pas quoi, au McDo, enfin bref, voilà la vie, quoi. Elle bug. Elle bug. Elle a deux paradigmes oppositionnels, rupture, prolongement. Elle se dit, bah, c'est pas possible. Voilà. Alors, elle aurait pu faire la grève de la science et arrêter de lire des articles scientifiques. Il se trouve qu'elle fait la grève de l'école. Bon, vous la reconnaissez, hein, voilà. C'est Greta Thunberg. Elle avait 15 ans et demi, elle avait une bouille comme ça avec deux couettes. Moi, elle me fait penser à ma fille quand elle avait 11 ans. Enfin, voilà, vous voyez la tête juvénile de cette personne. Et alors, elle prend un bout de carton qui traîne et elle écrit « Je fais la grève de l'école ». Et elle va mettre ce bout de carton sur les marches du Parlement suédois. Et elle reste là-bas jusqu'au 9 septembre. C'était le 9 septembre, c'était le moment des élections, voilà, l'Assemblée nationale, enfin, au Parlement suédois. Et puis après, elle reprend l'école, mais les vendredis, elle continue d'aller voilà, près du Parlement. Alors évidemment, il y a des personnes qui passent, etc., puis qui lui disent bah, « Attends, la place des mioches, c'est à l'école, enfin, on est tous d'accord, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne chez toi, etc. » Et puis, petit à petit, on lui pose des questions, hein. On se rend compte qu'elle est capable de rendre compte de son geste. Qu'il y a quelque chose derrière. Parce que moi, je peux vous dire, bon, j'ai un fils aussi, la grève de l'école, il me l'a déjà fait plusieurs fois. Puis, à mon avis, il y a plusieurs parents d'ados ici. Bon, c'est organiser un espace de glande, quoi. Vous voyez le truc, quoi. Bref, bon, bah, là, c'est autre chose. C'est un geste politique. Et puis, bon, voilà, on lui donne la parole, etc. Et puis, à un moment donné, elle a une tribune à l'ONU en décembre. Et alors là, on se rend compte qu'elle sait faire un tout autre type de geste. C'est une espèce de bras d'honneur à Donald Trump qu'elle a fait avec vraiment une puissance voilà, incroyable. Et puis, ça a été le début d'une grande aventure. Grande aventure médiatique. Grande aventure médiatique qui est venue nous interroger sur notre rapport au savoir. Et c'est là-dedans que je veux voilà, m'engouffrer avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous savons? Où est-ce que nous positionnons les savoirs? Est-ce que nous les positionnons dans les rapports du GIEC, dans des articles scientifiques, sur des serveurs très loin de nous? Ou est-ce que nous les mettons au milieu de la place publique?
et où est-ce que nous les mettons dans nos tripes, profondément. Et de fait, pour moi, le lieu pour ranger les savoirs, c'est nos tripes. Et c'est ce qu'on a vu ici là, avec Greta Thunberg. Alors, dans cette petite histoire, on voit apparaître quelques pôles. Le premier pôle, c'est les savoirs. Alors, elle dit la science, comme ça, avec un grand S. Moi, je préfère parler des savoirs scientifiques, parce qu'il y a des controverses, il y a de la pluralité, etc. Les savoirs scientifiques. Il y a un deuxième pôle qui apparaît, c'est le pôle de l'école. École, formation, on pourrait même l'élargir quasi jusqu'à une convention comme aujourd'hui. Et voilà, un temps de transmission, d'appropriation, etc. Puis il y a un pôle, troisième pôle, qui est le pôle problématique, dans cette petite anecdote, qui est le pôle politique. Voilà. Alors, aujourd'hui, et donc du coup, ces trois pôles, savoir scientifique, éducation, formation, politique, c'est les trois pôles qui vont me servir, moi, pour problématiser, pour rentrer avec vous dans ces questions complexes, etc. Ils vont servir de point de repère dans cette navigation. Dans une première partie, je vais vous dire ce que nous savons. Ce que nous savons. Alors sur ce point, désolé, c'est un peu cash, il n'y a pas de débat. Sur ce point, vous n'aurez pas droit à la parole. On n'aime pas, honnêtement, en période de vote et tout, dire attends, tu n'as pas droit à la parole. Bon, c'est un poil cash, mais enfin, s'il y a des glaciologues, des climatologues, des géologues, etc., vous avez droit à la parole. Si vous publiez dans Nature et Science, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si vous voulez avoir droit à la parole là-dessus, de fait, il faut faire une thèse de climato, de géologie, etc. Et puis après, vous aurez droit à la parole. Alors, je vais vous dire ce que nous savons dans cette première partie. Puis après, il y a une deuxième partie, honnêtement, où je vais vous dire ce que je pense. Alors, ce que je pense, honnêtement, on s'en fiche, rien à carrer, mais enfin, je suis venu d'Angers, donc du coup, avant de rentrer chez moi, je vais vous dire ce que je pense. Si je vais vous dire ce que je pense, c'est simplement pour appeler en face la pensée de chacun. Que chacun se dise, ouais, tiens, moi, je pense quoi? Alors là, il y a débat, bien sûr. Là, il y a débat. Là, il y a un espace citoyen, politique, sociétal, où chacun a droit à la parole. Mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir, les savoirs avec la pensée. Les savoirs d'une communauté sur lesquels il y a tout un tas de controverses. Je vais vous en dire un mot, bien sûr, mais ce n'est pas le lieu des débats citoyens. Et puis, il y a un troisième élément, alors ça ne va pas constituer une partie en tant que telle, mais je le pose parce que c'est un élément qui est absolument essentiel dans notre vie à chacun, c'est ce qu'on croit, ce que je crois. L'espoir, l'espérance, l'utopie, tout ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, de nous mobiliser, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans une journée comme celle-là. Je le mets là. Et là, les savoirs. Pour dire savoir et croire, c'est deux choses très différentes. C'est du b.a.-ba, mais en fait, on en est là aujourd'hui. Voilà, on en est là, j'entends, d'un point de vue sociétal, civilisationnel. Il y a tellement de confusion entre croire et savoir qu'il s'agit de bien différencier les deux. Voilà. On a besoin de croyances, mais c'est distinct des savoirs. J'ai un petit PowerPoint, je pense qu'il doit être prêt en régie. Si vous pouviez le lancer, ce serait super. Et il est là. Alors, pas de panique, il est un peu moins sensible, on va dire, que ce qu'on a vu avec les belles images des glaciers, etc., présentées par Heidi. Alors, le PowerPoint, il n'est pas là pour vous, il est là pour moi. Parce que, en fait, donc, pas de panique si vous ne pouvez pas lire les petites lignes, etc., c'est pas là pour ça. Il est simplement là parce que de temps en temps, dans ce que je vais vous dire, il y a des trucs qui sont incroyables. Alors, je vous en prie, ne me croyez pas si ce que je vous dis est incroyable. Vous allez voir, en fait, vous prenez un smartphone, vous tapez Nature, hop, l'année, et puis le nom du premier auteur, et vous allez regarder l'article en question. Voilà, c'est très simple, on y accède comme ça sur Internet. Donc, ce que nous savons, un espèce d'état des lieux du savoir sur le système Terre. Je pourrais remonter jusqu'à Mathusalem, ou au moins jusqu'à 1850, où on a commencé à avoir des chercheurs qui avaient l'intuition que ce qui était en train de se passer pendant la révolution industrielle, ce n'était pas simplement une marque sur la Terre, ce n'était pas simplement une empreinte, mais que c'était quelque chose qui dézinguait de façon systémique le système Terre. Je remonte juste, 15 ans en arrière. Alors, il y a 15 ans, on a un type, Rockström, avec quelques chercheurs, il publie un papier dans la Nature, on a tous entendu parler, où il positionne donc un espace d'action sécurisé pour l'humanité et où il positionne une expression dont on a tous entendu parler, qui est celle des limites planétaires. Alors, un mot sur la bande à Rockström. C'est des chercheurs assez brillants
qui produisent des savoirs, mais pas uniquement pour leur communauté. Ils produisent des savoirs pour toutes les communautés scientifiques. Et en même temps, ils produisent des récits. Ça veut dire que c'est des chercheurs qui font de la com. Ça, honnêtement, c'est très, très rare. En général, les chercheurs, on est des quiches en com. Le meilleur élément pour comprendre combien on est des quiches en com, c'est l'indicateur de pilotage des transformations climatiques. C'est ce fameux plus 1,1, 1,2, il ne faudrait surtout pas arriver à plus 1,5, etc. Honnêtement, on se dit, bah, si là, il faisait plus 1,5, moi, je serais venu en Tongue ou en Marcel. Honnêtement, ça l'aurait fait. Enfin, je veux dire, voilà, on n'arrive pas complètement à mesurer la transformation des sociétés avec ce plus. Par contre, les chercheurs, de fait, eux, ils voient quelque chose. Mais ils le communiquent honnêtement pas très bien. C'est un indicateur qui n'est pas forcément parlant. On le confond avec une température. Ce n'est pas une température, hein, c'est une moyenne des températures prises à 1,5 mètre au-dessus du sol et des océans, voilà, qui est lissée sur 30 ans. Et puis, hop, c'est la différence avec la moyenne des températures pré-industrielles. Bref, peu importe. Alors, j'en reviens à la bande. Régulièrement, j'aurai des petites parenthèses là, comme ça. J'en reviens à la bande à Rugstrom. Donc, ils ont une intention, c'est d'essayer de transmettre quelque chose du système Terre pour qu'on comprenne et aussi qu'on ressente le fonctionnement du système Terre. Donc, en fait, il dit, c'est la résultante de 9 processus écologiques qui sont interreliés les uns avec les autres. Si on simplifie la complexité du système Terre, ça donne ça. Les 9 processus écologiques, c'est le climat, la biodiversité, le cycle de l'eau, c'est des flux biogéochimiques. On pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des éléments indispensables pour la vie, voilà, pour le développement de la vie. C'est l'empreinte qu'on laisse sur les sols, l'anthropisation des terres, voilà, c'est les pollutions plastiques, c'est l'ozone stratosphérique, etc. Voilà, il y en a 9 comme ça. Et puis, ce qu'ils savent, c'est que si on les force trop, ça peut lâcher. Et si ça lâche, la vie humaine en société, elle est profondément réorganisée et restructurée. Donc l'idée, c'est que ça ne lâche pas. Alors, ils se disent, ils font un tout petit peu de politique au milieu de leur travail scientifique, là, comme ça, et ils disent, mais en fait, si ça peut lâcher, s'il y a des seuils, positionnons une ligne à distance de sécurité du seuil, histoire qu'on ne se casse pas la gueule. Moi, je suis sur une estrade. Vous voyez le truc, c'est comme à la SNCF, là. Hop, on est ici, là c'est les voies, là, honnêtement, il y a un seuil, il ne faut pas que je... Voilà. Alors à la SNCF, ils ont tracé une bande blanche avec un petit retour-pied pour dire, bah, en fait, voilà, il y a une limite à distance de sécurité du seuil. Tu peux rester sur la limite, tranquille, mimile, faire des textos, manger un casse-dalle, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de danger. Sauf que bah, tu n'es quand même pas très loin d'un endroit où il ne faut pas aller, quoi. Voilà. Alors, en 2009, on avait 3 limites qui étaient transgressées. Il y a tout un tas de travaux de réactualisation, etc. Et en 2023, on est à 6 limites qui sont transgressées. C'est-à-dire, en fait, ils tirent une sonnette d'alarme de façon très, très forte pour dire on sort, j'allais chercher une zapette, mais en fait, on sort d'une zone de sécurité pour le développement des sociétés. Je veux bien, si c'est possible, passer à la dia suivante. Donc, je vais vous faire un petit historique comme ça des articles qui m'ont profondément marqué. Vous l'avez entendu aussi, celui-là, hein, cette expression, c'est Barnowski, en 2011. Est-ce qu'une 6e extinction de masse ne serait pas en train d'advenir? Il pose la question. Le type, il regarde les courbes d'extinction des espèces, il les prolonge un peu, de 200 à 500 ans, selon les espèces, et il se dit, tiens, dans 200 à 500 ans, on pourrait voir advenir une 6e extinction de masse. Une extinction de masse, c'est documenté d'un point de vue paléontologique, c'est la perte de 75% de la biodiversité sur un espace temporel relativement court du point de vue de l'histoire de la Terre, c'est-à-dire 2 millions d'années. Et nous, Homo sapiens, on a déboulé il y a 0,35 millions d'années. Et en 0,0001, en quelques centaines d'années, on pourrait voir advenir je continue d'aller chercher ma zapette, voir advenir une nouvelle extinction de masse. Si c'est possible de passer à la diapositive suivante. Alors, là, on est en 2014. On se rapproche de nous. En 2014, on a Luciane Agati. Elle fait un bilan carbone des forêts du bassin amazonien. Là, c'est le genre d'articles pour lesquels il faut que vous ayez la référence pour aller voir en fait par vous-même. Elle compare l'année 2010, exceptionnellement sèche, à l'année 2011, exceptionnellement humide. Lors de l'année 2010, exceptionnellement sèche, les forêts du bassin amazonien ont émis davantage de carbone qu'elles n'en ont fixé.
Et lors de l'année exceptionnellement humide, le bilan carbone, il est stable. Il y a autant de captation que d'émissions. Alors là, il faut juste s'arrêter 30 secondes parce qu'on a tous entendu déjà cette expression « l'Amazonie, le poumon de la planète ». Bon, c'est plutôt un paquet de clopes, hein, honnêtement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et point très important, entre 2010 et 2000, il y a eu tout un tas de papiers depuis, entre 2010 et 2020, le bilan carbone des forêts du bassin amazonien est excédentaire, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'émissions de carbone. Donc voilà, c'est une source nette d'émissions de carbone, ce n'est pas le cas des forêts tropicales africaines. Il y a eu tout un tas de papiers dans le monde il y a un an à peu près sur les forêts françaises qui sont encore un puits de carbone, mais en constante voie de fragilisation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, voilà, là, il faut s'arrêter 30 secondes parce que chacun d'entre nous, voilà, on a appris des savoirs à l'école et notamment la vie symbiotique, je veux dire, c'est un miracle, entre la vie animale et la vie végétale. Voilà, on émet du carbone, les plantes en captent, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de symbiose. La vie de l'un permet la vie de l'autre. Donc, en période de stress hydrique, il y a une respiration et une photosynthèse, donc de manque d'eau, il y a une respiration et une photosynthèse qui sont moins amples et donc il y a moins de captation de carbone. Ça, c'est le premier facteur explicatif. Le deuxième, c'est qu'il y a des arbres qui décèdent sur pied. Voilà. Quand un arbre décède, de fait, il ne capte plus du carbone. Troisième facteur, il y a des départs d'incendie. Quand un arbre flambe, le carbone patiemment stocké dans les troncs, il est rebalancé dans l'atmosphère. Vous voyez le truc. Et puis, le dernier facteur, il est proprement politique. Il y a eu des politiques assez offensives, agressives de déforestation pour planter à la place des bœufs. Vous voyez, un bœuf, ça n'a pas le même bilan carbone qu'un arbre. Quoi. Bref, voilà les facteurs explicatifs. Je veux bien qu'on avance, s'il vous plaît. Alors, on arrive en 2015. Cet élément, moi, il me permet de soulever quelque chose. Peut-être certains d'entre vous vous dites, bah ouais, ok, la situation elle est un petit peu chaud tendue, mais les humains sont des génies, on va s'adapter. Et c'est pour mettre au travail cette question de l'adaptation, parce que c'est présent quand même dans nos imaginaires. Aujourd'hui, il fait un petit peu chaud, mais enfin pas trop, honnêtement. Enfin, il fait chaud partout dans l'hémisphère nord, à part ici, là, voilà, en France métropolitaine. Dans quelques semaines, peut-être qu'il ferait très très chaud. Peut-être qu'il fera très très chaud. Et si jamais il faisait très très chaud, on verrait les uns et les autres une corrélation de la chaleur avec l'odeur. C'est-à-dire quand il fait chaud, ça sent un peu de dessous les aisselles, quoi. Vous voyez le principe, hein. Il n'y a pas besoin de mentir, chacun d'entre nous, on fonctionne pareil, hein. On est une machine thermodynamique, on doit réguler la température corporelle à 36-37 degrés. Et pour ça, quand il y a un excédent de chaleur qui est capté par le corps, donc un excédent d'énergie, on lui fait faire un travail de transformation de l'eau en vapeur d'eau pour maintenir la température corporelle à 36-37 degrés. Ça marche très bien quand l'air n'est pas saturé en vapeur d'eau. Mais s'il y a 80... Oh, c'est sympa, merci. Hyper sympa. Donc j'ai une zapette. Je vais la mettre là comme ça. Je vais la garder à la main. Du coup, je reprends mon fil. Donc cette affaire de régulation de la température corporelle, ça marche si l'air n'est pas saturé en vapeur d'eau. Par contre, si on se retrouve dans un endroit où il y a 99-100% de taux d'humidité dans l'air, on ne peut plus, à pression constante, mettre davantage de gaz. Donc, en fait, l'excédent d'énergie, il demeure au niveau du corps. Et donc, on monte en température. Et il y a un décès qui survient par hyperthermie au bout de 6 heures, quand on atteint le seuil de 35 degrés de ce qu'on appelle température humide, avec un taux d'humidité saturé. Voilà, ça, il faut le savoir. Peut-être que d'ici quelques millions d'années, le corps humain aura réussi à s'adapter, mais enfin, il faut un temps très très long devant nous. Et donc, en France métropolitaine, on n'est pas trop confronté à ça, mais il y a des régions du monde, et notamment en Asie, où des populations sont vraiment confrontées à ces problèmes de létalité en lien avec la question le phénomène de chaleur humide. Un point important aussi, aujourd'hui, la population humaine mondiale, telle qu'elle est positionnée sur le globe, 30% de la population humaine est confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse, non pas mortelle, mais dangereuse, c'est-à-dire au-delà de 31 degrés de chaleur humide. Et en fait, dans un scénario où on atteindrait quelque chose comme à peu près 3 degrés d'ici 2100, c'est 74% de la population humaine mondiale qui serait confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse. Ça donne un ordre d'idée, ce n'est pas complètement précis pour identifier les vagues migratoires, mais ça donne un ordre d'idée de l'ampleur des vagues migratoires qui sont devant nous. Elle est là.
Gerardo Ceballos. En 2011, il fait quelque chose que les chercheurs aiment bien faire, c'est qu'il reprend Barnowski, en 2017, pardon, il prend Barnowski 2011 sur la question de l'extinction de masse, et puis il fait un petit pas de côté, et puis il se dit, mais tiens, regardons le même phénomène, mais un tout petit peu autrement. Et donc il dit, plutôt que de regarder les courbes d'extinction des espèces, regardons les courbes d'extinction des populations. Une population, c'est un endroit où il y a une espèce sur Terre. Nous, les humains, on est présents, on a plein de populations, on est présents à peu près partout, y compris tout au nord. Et en fait, en regardant les choses autrement, en fait, ils rompent avec le modèle de l'extinction de masse qui se positionnait dans une histoire en disant c'est la 6e fois que dans l'histoire du vivant, et puis c'est peut-être dans 200 à 500 ans. Là, ils disent ce à quoi nous avons affaire, c'est à une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Et c'est chaud, hein, c'est glauque. Hein. En fait, je vous conduis un peu aux confins du glauque. Et puis à partir de là, on va se dire, bon alors, comment est-ce qu'on peut avancer ? Comment est-ce qu'on peut avancer ? Ou en tout cas, je vous conduis, j'ai envie de dire, aux confins du glauque, aux confins de l'anthropocène face science, voilà, la matérialité biogéophysique du monde dans lequel on est, pour ensuite regarder la face politique, de se dire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. En 2017, Margot Bador, elle fait quelque chose d'assez intéressant. Elle prend la vague caniculaire de 2003, vague caniculaire de référence. On a fait péter les scores depuis, mais bref, c'était la vague caniculaire de référence. Et puis elle regarde, mais en fait, dans un scénario à plus 3 degrés, ça donnerait quoi, une vague caniculaire comme celle qu'on a connue ? À Strasbourg, Metz et Nancy, en 2003, il a fait 42 degrés lors du pic caniculaire. En 2100, avec à peu près 2 degrés de moyenne en plus par rapport à ce qu'il y avait en 2003, on a 13 degrés de plus. C'est-à-dire on atteint un pic caniculaire de 55 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy. Alors moi, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais il fait combien dans un hammam, un sauna, etc. C'est quoi le record du monde ? Le record du monde, bon, elle a fait péter aussi la tout récemment, mais c'était en tout cas 54,8 degrés dans un désert aux États-Unis. C'est-à-dire la France championne du monde, quoi. Bon, voilà, on aime bien ça, surtout au moment préparatoire des JO. 55 degrés, c'est des températures qui ont cours dans le désert. Pas parce qu'il fait chaud, parce que ça désertifie des pans entiers du territoire national, qui étaient dédiés à la production agricole, qui ne le sont plus. Donc c'est une fragilisation considérable de la sécurité alimentaire mondiale. 2018, là c'est le pire de tout, là on est au niveau du sol, j'ai envie de dire, et puis après à partir de là on va dire comment on avance. Stephen 2018. Ça c'est la bande à Rugstrom, c'est la bande sur les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est un modèle théorique qui est au croisement entre science et société. Donc de temps en temps, il y a une vraie complexification pour scientifiques, etc. En 2015, par exemple, je suis passionné par ce modèle théorique, il est assez extraordinaire. En 2015, il y a une complexification du modèle considérable. En 2018, les gars, ils tapent du poing sur la table, ils disent putain, c'est pas possible, ils n'ont pas compris, on va leur expliquer l'affaire, quoi. Voilà, il n'y a pas 15 000 seuils qui interagissent, etc. Fondamentalement, il y a un seuil. Et si on le franchit, il n'y a plus de vie humaine en société. C'est aussi simple que ça. On va le ressentir ensemble, ce seuil. C'est assez simple. Alors, ils disent, on ne sait pas exactement où il est. Il est aux alentours des +2. Mais peut-être on est déjà rentré un peu dedans. En haut, ils l'écrivent texto comme ça dans l'article. Quand ça se réchauffe, ça flambe. On l'a vu avec les forêts du bassin amazonien. Il y a un risque très documenté de savanisation des forêts du bassin amazonien. Donc du coup, il n'y a plus, à un moment donné, plus du tout de puits de carbone. Comme je vous l'ai dit, voilà, là, on est une source d'émission. Les forêts du Grand Nord, quand ça se réchauffe, elles flambent. Donc le carbone qui est stocké, hop, il est rebalancé, et du coup, ça se réchauffe. Au niveau des calottes glaciaires arctiques et antarctiques, on l'a entendu, je ne vais pas revenir sur l'effet albédo, voilà, plus ça se réchauffe, moins il y a le potentiel de réfléchissement du rayonnement solaire, plus la chaleur est captée, donc plus ça se réchauffe. À certains moments, on est très très haut, et donc plus ça se réchauffe, plus ça fond, moins on est haut, plus ça intensifie la vitesse de fonte, plus on émet, parce que c'est des surfaces de glace, je ne vais pas revenir là-dessus, qui émettent du CO2, entre autres du CO2 qui participe au réchauffement climatique.
Il y a les sols gelés en permanence, alaskais, sibériens, groenlandais, etc., qui dégèlent, qui émettent là aussi les gaz à effet de serre contenus dans les sols. Il y a une activité microbienne qui reprend avec une respiration, et donc du coup, c'est des sols qui émettent du CO2. Il n'y a pas très longtemps, si jamais vous aviez prévu d'aller en Sibérie, hein, il n'y a pas très longtemps, je suppose que vous suivez ça dans l'actu, il faisait 38 degrés. Donc si vous y allez, il ne faut pas prendre les moon boots, etc. C'est plutôt les Marcel. Bon, bref. Donc vous voyez, à un moment donné, là, dans ce que je vous dis, je mentionne différents éléments du système Terre qui s'emballent et qui n'ont rien à voir avec notre trafic aérien, avec notre consommation de viande, avec nos SUV, etc. Et on voit bien là-dessus que les activités humaines, si ce cycle-là, ce qu'on appelle des effets dominos s'enclenchent, bah, les activités humaines, elles n'ont plus la main, fondamentalement, pour pouvoir interrompre cette espèce de grande bascule. Voilà. Moi, pendant des années, pendant 10 ans, ça a été ma vie, ces articles scientifiques. Ce que j'ai voulu vous partager là, c'est un voyage. Alors un voyage qui s'est passé depuis chez moi, en fait, voilà, en téléchargeant des articles sur Internet. Un voyage qui a changé ma vie, de mon côté. De lire, à un moment donné, je me souviens très bien d'une année très, très dense, où je m'étais dit, tous les jours, je vais lire 3 articles scientifiques. Et donc je les avais imprimés, je les griffonnais, etc. Et tous les soirs, et j'étais vraiment entré en mode autistique et monomaniaque, voilà, lire 3 articles tous les jours, etc. Et donc à la fin de l'année, j'avais une pile de 1000 articles griffonnés, annotés dans tous les sens, etc. sur ma table de travail, quoi. Et puis ça s'est prolongé avec de nombreux autres moments, etc. Moi, cette année de lecture, elle a généré chez moi une déflagration existentielle. C'est aussi simple que ça. Le monde que je foulais de mes pieds, tout d'un coup, j'ai mesuré qu'en fait, il était en train de foutre le camp. À un moment donné, je me suis passionné pour un truc, pour le débat stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. Chacun son trip. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des trips chelous. Moi, c'était ça. Et donc, du coup, voilà, j'étais passionné par, à un moment donné, ce qui se passe au niveau du sol, voilà, etc., la façon dont les sols parlent de nous. Et de fait, dans le débat sur la datation de l'entrée dans cette nouvelle époque géologique, il y a tout un tas de datations possibles. Chacune d'elles véhicule quelque chose, dit quelque chose de l'aventure humaine. Les sols gardent la mémoire de l'aventure humaine et de la face vraiment glauque. Et cette face glauque de l'aventure humaine, elle s'appelle domination, préemption, marchandisation, machisme, creusement des inégalités entre les vieux et les jeunes, entre le nord et le sud, entre aujourd'hui et demain, etc., etc. Et ça, c'est des géologues, des ours, entre guillemets, c'est pas des ours polaires, mais bon voilà, c'est des géologues qui le disent. C'est pas des chercheurs en sciences sociales qui sont spécialisés sur la dénonciation des inégalités et des injustices. Moi, ça m'a fait vivre de la tristesse, beaucoup de tristesse. Ça m'a fait vivre de l'inquiétude. J'ai des enfants, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui est devant nous, quoi ? Du dégoût, de me dire, putain, mais en fait, c'est ça l'humanité, quoi. On n'a pas réussi à faire mieux. Et de la colère, beaucoup de colère, de me dire, mais c'est pas possible qu'on soit entré dans une nouvelle époque géologique sans qu'à aucun moment ça ait fait l'objet d'un choix décidé, d'un choix concerté, de se dire, oui, on détruit les conditions d'existence. Voilà, on fait exploser la vie humaine en société. Alors, donc là, j'ai fini, je suis à la fin du PowerPoint, je ne peux pas le si vous pouvez le retirer. Oui, et donc du coup, voilà, je vous ai mis quelques-uns de mes bouquins. Je suis entré en mode monomaniaque, avoir du temps libre, tout faire pour avoir du temps libre, pour essayer de lire et d'écrire pour comprendre en fait ce qui se passait. Donc là, je vous ai parlé de mon petit cœur. Hein, j'ai quitté le registre de ce que nous savons. Hein, j'ai fait une petite transition pour vous dire à partir de là, voilà, qu'est-ce que je pense. Alors, je vais vous dire juste quatre points sur ce que je pense, qui à nouveau ne sont là que pour venir susciter le débat, l'échange, etc. Première chose, je pense que nous devons mettre les savoirs scientifiques au cœur de nos organisations.
de chacune des organisations dont vous êtes responsable. Les savoirs scientifiques doivent être positionnés. On doit savoir où ils sont. Un jour, j'ai rencontré un type, un gars, un vrai, Andros, le mâle, le viril, celui qu'on a une bonne paire. Vous voyez le truc, vous en avez tous croisé dans votre vie. Et en fait, le mec, il bossait dans un fonds qui levait 37 milliards de dollars. Pour moi, c'est des chiffres de malade. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est des chiffres du quotidien. En tout cas, pour moi, c'est un espèce de truc. Voilà. Il levait 37 milliards de dollars. Il avait compris que devant, il y avait quelque chose d'un peu chaud. Bon, le mec, ça ne l'avait pas traumatisé. Hein. Mais que devant, il y avait un truc où tout se cassait la gueule. Et donc, lui, il disait, moi, mon objectif, c'est de tout faire pour retarder le moment où tout s'écroule. Et c'est aux sociétés d'organiser le virage, etc. Donc, il bossait dans un fonds vert, machin, etc. Alors, moi, ça m'a assez profondément marqué, ce truc. Parce que, par rapport aux affaires qui nous concernent, régler 10% ou 20% du problème, c'est égal à rien régler du problème. Régler 40% du problème, c'est égal à rien régler du problème. En fait, ce type, il n'avait pas pris le temps de demeurer suffisamment longtemps en présence des savoirs pour que les savoirs y fassent en lui une espèce d'œuvre de déflagration. Pour ne pas partir en version longue, de temps en temps, je vais regarder ma petite feuille. L'Anthropocène, ce n'est pas un problème à résoudre. On n'a pas un monde cassé qui est à réparer. Dès qu'on est dans ce paradigme de la recherche de solutions, on est complètement sûr de se planter. Il faut qu'on arrive à lâcher la recherche de solutions. Il n'y a pas de solution aux problèmes qu'on mentionne. Et c'est la condition de notre réussite collective, de demeurer à un moment donné dans cette espèce d'impuissance où ça nous conduit, où en fait non, il n'y a rien à businesser, à dealer, à produire, etc. Ce qui est en jeu, c'est d'apprendre à dialoguer ensemble sur les conditions bioclimatiques d'existence, pour apprendre à habiter autrement, nouvellement, de façon radicalement renouvelée le monde, en accordant une place aussi importante à une activité de régulation, de concertation, une activité qui est proprement politique, entendu pas du tout dans le sens partisan du terme. Un deuxième point, on a un problème, donc j'avance de façon un peu pointilliste, impressionniste, je lance des trucs comme ça. Deuxième truc que je me dis, c'est on a un problème dans le rapport au savoir. Il y a 1 an et demi, donc moi je suis enseignant-chercheur, je donne des cours, il y a 1 an et demi, je parle de ces choses-là, je passe 2 heures à parler de ces choses-là avec des étudiants en cours. Et puis, ma foi, les profs, on est comme ça, parfois on est content, on a l'impression qu'il y a un truc qui est passé, qu'on a transmis quelque chose, etc. Donc j'ai eu cette impression-là, je suis rentré chez moi, j'étais assez content, c'est un cours de 18h à 20h. Puis j'arrive, je m'ouvre une petite lèvre de la victoire. Bref, j'étais content, quoi. Je sais voir la vie, je me dis, ma vie a un sens, je sers à quelque chose, etc. Et puis le mardi d'après, c'est la suite du cours, quoi. Et donc je me retrouve dans l'amphi, et puis ça part assez vite, en fait, en débat, en machin et trucs. Je me suis dit, ouais, génial. Puis à un moment donné, il y a une étudiante gabonaise qui parle de la façon dont ça se passe dans son pays, etc. Et puis l'amphi se met à peu près d'accord sur un truc. C'est que, quand même, si on apprenait aux pays africains à recycler, déjà, ce serait déjà pas mal. Là, je me suis effondré. C'est-à-dire, en fait, quand moi, je suis dans cette activité scientifique, dans cette travail de lecture, d'écriture, etc., je vois quelque chose, comme une réalité 3D. Je vois un mur contre lequel nos sociétés sont en train de se fracasser. Une autre image que j'emprunte à Greta Thunberg, c'est on marche tous ensemble, notre civilisation, sur un lac gelé. Il n'y a pas 1000 solutions. Moi, donc je suis français et allemand, quand j'étais petit, j'allais en Allemagne, à Warendorf, voir ma grand-mère. Et pas complètement tout au nord de l'Allemagne, mais c'est un endroit où, de temps en temps, il gelait beaucoup. Et quand il y avait plus de 10 jours de gel fort, etc., la municipalité autorisait la ville, une ville de plus de 10 000 habitants, à aller sur le lac.
Et là, il y avait le lac qui était rempli de monde qui marchait sur les... Mais vous dire, dans ce genre de situation, la municipalité n'a pas intérêt de se planter, hein, parce que la glace, elle tient ou elle ne tient pas. Mais il n'y a pas des solutions intermédiaires. Et donc, j'en reviens à mon affaire de cours. Les étudiants, ils n'avaient pas vu ce mur sur lequel on était. J'avais pas su leur montrer ce mur-là. Parce qu'en fait, si on consomme comme des Gabonais, des Érythréens, on n'a plus de problème. Le mur disparaît, même si tous nos plastiques, on les jette dans les océans. Alors, de fait, c'est pas à faire. Hein. Mais si on consomme comme des Érythréens, ben, le problème disparaît. Voilà, donc le problème, il est ailleurs. Donc, je vous disais, on a un problème dans le rapport au savoir, c'est-à-dire le lieu pour héberger les savoirs, c'est nos tripes, fondamentalement. Et pour ça, pour apprendre à voir le mur, il faut faire des exercices. Il n'y a pas 15 000 solutions. Des exercices d'immersion dans ce travail de lecture. On va dire, ah bah ouais, le mec il est vraiment utopiste, naïf, ou je sais pas trop. Oui, je le suis, complètement. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose de déterminant dans le rapport au savoir pour qu'une action soit à la hauteur des enjeux et qu'on se désillusionne de toutes nos solutions. Troisième point. Devant nous, il y a de la rupture. On ne va pas se mentir, en fait. La situation, elle est chaud tendue. Soit il y a une rupture biogéophysique, ça lâche, c'est le bouchon de champagne, voilà, à différents endroits. Et c'est un chaos civilisationnel. On est mimi avec notre adaptation, honnêtement. Soit il y a un autre type de rupture, socio-économique, sociopolitique, suffisamment conséquente pour contenir l'emballement du système Terre, pour maintenir le bouchon sur la bouteille de champagne. Et là, on a un critère de jugement de l'action qui est intéressant. Et le critère de jugement, il provient de cette littérature scientifique. Il ne provient pas de la communication politique, il ne provient pas des partis politiques, il provient d'autre chose. Il provient d'une compréhension du réel grâce à la seule médiation dont on dispose pour être en prise avec le réel. La seule médiation dont on dispose, c'est le savoir scientifique. Et le critère de jugement, c'est est-ce que l'action collective, elle contient l'emballement du système Terre ou pas ? Et en fait, on peut faire des choses pour la nature, on peut faire des choses pour la planète, on peut faire des câlins aux arbres, c'est super. Enfin, en tout cas, ça fait du bien. Enfin, moi, c'est pas mon style. Vous voyez bien, j'ai un style plutôt politique, on va dire, de se dire, voilà, il faut qu'on arrive à décider ensemble de mesures fortes, etc. Mais quelqu'un qui aurait un style un peu plus spirituel, métaphysique, sensible, poétique, génial. On peut faire des câlins avec les arbres. Mais l'enjeu de fond, c'est est-ce que ça va venir contenir l'emballement du système Terre ? Peut-être on peut dire un chiffre là-dessus, pour un chiffre ou deux chiffres pour visualiser un peu les choses. L'enjeu, je vais prendre, j'ai le timer sous les yeux, je vais prendre ma feuille pour ne pas me disperser. Les infrastructures qui émettent des énergies fossiles, aujourd'hui, elles vont émettre 660 gigatonnes d'équivalent CO2 jusqu'à 2050. Et si on comptabilise en plus la création d'infrastructures qui fonctionnent aux énergies fossiles, on arrive à 850 gigatonnes. On pourrait se dire c'est comme les milliards, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on va prendre simplement les chiffres. On est sur une trajectoire à 850. Pour demeurer en deçà de 1,5 degré, c'est-à-dire permettre la pérennité de la vie humaine en société, ce que nous dit ça, c'est des chiffres qui proviennent du deuxième volet du 6e rapport du GIEC et puis de la COP21 à Paris. On a encore la possibilité d'émettre 500 gigatonnes d'équivalent CO2, c'est moins, mais prenons ces chiffres-là, voilà. Donc on a un budget de 500 et on est parti pour consommer 850. Donc en fait, ça ne passe pas. J'y suis pour rien, c'est le réel. Ça veut dire que la question fondamentale qu'on a à se poser, c'est on arrête qui ? On arrête quoi ? On démantèle quelle infrastructure ? On interdit, je vous dis ce que je pense, on interdit quel secteur d'activité ? Moi, ce matin, j'ai fait un petit shampoing pour venir. Peut-être qu'il faut arrêter les cosmétiques. Peut-être qu'il faut arrêter la tech.
Ou alors, il faut arrêter l'éducation, la transmission. Moi, comme enseignant-chercheur, j'ai un impact, j'ai un bilan carbone. La production de savoir a une empreinte environnementale. Et la transmission de savoir, ça a une empreinte environnementale. Peut-être c'est à cet endroit qu'il faut arrêter. Vous voyez bien, on a des choix, ils sont difficiles à faire. Mais à un moment donné, il y a quelque chose où, pour le dire autrement, si on regarde le monde, l'espace sociopolitique qui est devant nous, à partir du réel, j'ai envie de dire à partir de la dynamique de la Terre, à partir de la matière. Il y a une chose qui est évidente, c'est que la croissance, ça ne passe pas. Ça ne s'encastre pas dans le réel. À partir du moment où on a envie que la vie humaine en société se pérennise. Alors un humain à poil, il n'y a pas de souci, il arrivera à survivre. Hein. C'est pas ça l'enjeu, vous voyez bien, l'enjeu, c'est la pérennité de la vie humaine en société, c'est-à-dire, nous, ce qui fait qu'on peut être en société aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris un petit déj ce matin, et donc on est là tranquille mimile en train d'échanger. Le petit déj, il résulte de notre maîtrise des écosystèmes et de la capacité de dégagement d'excédents agricoles, et puis ensuite, c'est toute la diversité fonctionnelle de nos sociétés. Un mot de conclusion. Alors, il faut se tirer une balle, il faut faire quoi, voilà. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Moi, je vais juste vous partager la mienne de raisons d'espérer. Et puis après, c'est à chacun de trouver la sienne, hein, bien sûr. Pour moi, le pire n'est pas certain. Ça, c'est le titre d'un livre magnifique de Catherine et Raphaël Larère. S'il y a bien une raison d'espérer, c'est l'incertitude du temps présent. On est dans un moment où un faire est possible, une action est possible, une action collective, un soulèvement est possible. Et moi, c'est au nom de cette incertitude du temps présent que j'ai investi d'une certaine façon toute mon espérance pour faire advenir des ruptures qui soient réalistes et justes et qui soient suffisamment efficientes. Voilà, j'ai terminé.